Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trait pour Trait. Alors abonnez-vous au podcast, je n'arrête pas de vous le dire, sur Google Podcast, Apple Podcast, sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait. Vous pouvez nous revoir bien sûr sur Watch, sur les box et sur le site de bdzoom.com, n'est-ce pas Laurent? Absolument, bonjour Christophe. Bonjour. Toujours à la planète là, dessin. On est bien. Ah, on est bien. On est bien. On va s'installer là je crois. Jérôme, bonjour. Et un nouvel invité. Bah oui, Jean-Christophe Chauzy, bonjour. Bonjour les amis. Jean-Christophe Chauzy que nous avons le plaisir de recevoir, qui a publié, qui vient de sortir il y a à peu près une petite semaine, le 3e volet du Reste du Monde. Le Reste du Monde, donc c'est sa saga, on va dire, d'anticipation, apocalyptique, mais je dois dire que avec cet album, on comprend un petit peu le titre de la série, parce qu'il y a un Reste du Monde, n'est-ce pas Jean-Christophe? Il y a un Reste du Monde, on pouvait en douter quand j'ai démarré, et à vrai dire, moi je ne savais pas non plus ce qui pouvait se trouver de l'autre côté de la vallée, disons. Et en fait, avec les personnages, je franchis les étapes les unes après les autres, je me mets dans les mêmes conditions qu'eux, et je découvre petit à petit ce qui se trouve un peu au-delà de la crise initiale. Il se met dans les mêmes conditions que les personnages, sauf qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. Oui, il ne reste pas beaucoup de monde quand même, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et un certain nombre dont on imaginait qu'ils allaient durer. Comment a démarré ce projet-là, Jean-Christophe? Il reste l'essentiel. Ça a démarré dans une chaise longue dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées? Devant le paysage, au moment où Benoît Mouchard, qui venait d'arriver chez Casterman, me sollicitait sur un projet personnel. Après des années de collaboration avec des scénaristes et des auteurs et des écrivains, c'était difficile pour moi d'imaginer sur quoi partir. Quelle problématique choisir par rapport à tout ce qui m'intéresse. L'environnement, ça m'intéresse. La contemporanéité, ça m'intéresse. Les choses que je connais m'intéressent. Et là, j'étais au beau milieu d'un paysage que je connaissais bien. Et ce qui m'a saisi à ce moment-là, c'est sa dimension sublime. C'est-à-dire que c'est très très beau. Et c'est totalement terrifiant. C'est-à-dire qu'on est rien à côté de ce paysage-là, et on est dans une espèce de fascination, dans une situation où tout marche bien. C'est comme ça que l'histoire démarre, puisque au départ tout est relativement calme. Voilà. On commence au paradis. Et puis d'un seul coup, les éléments se déchaînent. Dans un paradis à la Chauzy, parce que quand même on a une femme, Marie, avec ses 2 enfants. Et puis Marie, le social est pas loin. Marie, elle s'est fait, disons le mot, larguer par son mari, justement, avec ses 2 ados. Qui est parti avec une jeune fille de 20 balais s'amuser en Espagne. Ça commence toujours un peu difficilement. Rien n'est parfait au paradis. Mais on peut toujours faire pire. Et c'est petit à petit ce que découvrent les personnages, qui se trouvent dans une situation où ils sont totalement secoués par un élément qui n'est pas toujours utilisé à sa juste valeur, me semble-t-il, en bande dessinée, qui est le paysage. C'est-à-dire que le paysage, j'ai essayé en tout cas chez moi, c'est dans le premier. C'est pas un décor, c'est pas un décor du tout, c'est peut-être le premier personnage du bouquin, puisque c'est lui qui dicte l'action. C'est-à-dire qu'il brise tout, il casse tout, il fracture tout, et d'une certaine manière, les gens sont obligés de réagir par rapport à ce que lui impulse. Mais on est obligé... Parce que c'est très serein au départ. C'est ça. Alors c'est ce que j'ai dit. C'est parce que c'est ce qu'on disait, idyllique. Voilà, c'est ça. On est presque obligé, je voulais en parler un peu plus tard, mais on est presque obligé d'en parler tout de suite. Les couleurs sont fabuleuses et jouent un rôle essentiel dans l'histoire. Ah bah c'est un peu au même titre que le paysage est un personnage principal. Pour moi, depuis pas mal de temps, mais alors là spécifiquement, elles sont un des moteurs de l'histoire. C'est-à-dire que expressivement, j'essaie de faire en sorte qu'elles servent le récit et qu'elle soit vraiment une dynamique d'histoire. Alors ça accompagne les personnages dans des périodes et des moments un petit peu difficiles. Oui, parce que les couleurs sont liées aux émotions. Quel est le format de vos planches ? Oui, bien sûr. Alors c'est d'assez grandes planches pour moi. Jusqu'à présent, je bossais sur des formats qui excédaient pas le format A3. Oui. Là, je suis sur des doubles pages. Il y a pas mal de doubles pages dans ces bouquins-là. Une double page, c'est ce qu'on appelle un format Jésus. Et donc un Jésus, c'est 56 cm de haut et 76 cm de large à peu près. Ça fait une belle page. Et donc une page normale, ça fait la moitié de ça. Et les couleurs sont faites ? Et les couleurs, c'est de l'aquarelle, un peu timide au début dans le premier, même si je tente des trucs. Le troisième, là, et avec une découverte des possibilités du médium, du papier, de la flotte, des pigments. Avec dans le troisième un plaisir inouï que j'ai pris à faire en sorte que finalement,
Vous avez parlé d'Apocalypse. En fait, je suis pas dans du fantastique. Non. On est dans la C'est réalité. très naturel. Ouais. Mais Puisque- il y a peut-être une part fantastique qui peut provenir justement des ambiances colorées. Quand Voilà, je l'orage montre, pète. Voilà, Voilà. le démarrage de l'histoire, c'est ça. C'est Alors, un en fait, immense c'est orage. ça. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Dans le premier, finalement, on se retrouve donc avec cette mère et ses 2 enfants, et puis d'un seul coup, cette tempête énorme. Les éléments se déchaînent. Les éléments se déchaînent. On et elle se n'imagine rend pas compte. ce que ça va impliquer Elle se derrière. rencontre, elle, au fur et à mesure que ils se sont tellement déchaînés qu'il y a beaucoup de morts. C'est d'une violence que terrible. c'est d'une puisque, voilà, c'est d'une- les maisons sont effondrées. Ouais, c'est ça. Mais Tout à fait, oui. on est plus, j'allais dire, je vais faire une petite comparaison avec le dernier bouquin de Zeb, par exemple, dans la catastrophe écologique. Mmh. On n'imagine pas qu'il y a d'autres conséquences, qu'il y a d'autres choses. On se dit, voilà, c'est la Terre qui se rebelle. C'est ça le premier, on est dans l'écologie. C'est ce qu'on voit apparaître d'abord. On ne sait pas trop. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, alors, de nous situer, c'est-à-dire nous, Pyrénéens, Français, dans une situation que généralement les pays pauvres vivent. C'est-à-dire que ça se passe en général au Pakistan, à Haïti, dans des coins où il n'y a pas de pognon. On apporte de l'aide un tout petit peu par pitié, et puis parce que, par tradition humanitaire. Mais qu'est-ce que ce serait dans un pays riche comme le nôtre si tout d'un coup on perdait la géographie habituelle, l'électricité, la flotte, la nourriture, Ouais. le réseau, Mmh. les informations et, en plus de ça, les secours. Ouais, parce que Ils très deviennent vite, complètement isolés du reste du très monde. vite Absolument. les humains deviennent des animaux sauvages, en fait. Ou alors ils essayent d'être structurés, mais on voit que, on va dire qu'il y a un aspect justement un peu dictatorial dans ce vatelin qui vient. Donc la femme s'enfuit, elle préfère partir de là Elle où elle est. retrouve ses enfants. Il y a Elle déjà retrouve toute ses une enfants, recherche. et elle C'est- s'enfuit. C'est pas facile à retrouver, les gamins, Oui, déjà. oui, hein. oui. Et après, l'idée, c'est essayer de retrouver la civilisation, en gros. Mm. On n'a aucune idée de savoir ce qu'elle est devenue. D'où le titre du cycle, si vous voulez, le reste du monde. Je ne sais pas ce qui se passe au-delà. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'encore une fois, quand nous, on regarde ça à la télé, quand on regarde des catastrophes ailleurs, alors, on a déjà le surplomb du spectateur qui est sur son canapé, qui regarde ça à la télé, qui peut zapper. Et puis, on a toutes les explications. Un peu comme dans le cinéma catastrophe, où on sait toujours où les choses ont commencé, comment on peut les réparer, et on y arrive. Oui, 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 oui. Là, dans la réalité, je pense qu'on ne saura pas, et il faudra se démerder par nous-mêmes pour passer de la vie, qui est une vie en France plutôt agréable et disons d'une certaine opulence, à la survie. Et là, c'est compliqué. Voilà, là, on est au mode survival. Là. Ça y est, c'est Ouais. Qu'est-ce que terrible. c'est que trouver à manger quand on n'a plus de supermarché, quand on n'a plus de stock? Qu'est-ce que c'est que de se trouver devant un animal qu'on veut manger et redécouvrir comment on doit le chasser ou le tuer? Un truc Et en puis, le général. rapport humain, ça c'est. Et puis, comment est-ce que C'est la ça, communauté survit? Mm. Et en fait, qu'elle, le deuxième volume, c'est une espèce de road trip comme ça, où la femme, avec ses enfants, cherche à retrouver la civilisation, on essaie de s'échapper. de s'échapper, oui, et où elle vit avec justement des populations restantes qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus sauvages, Agressives, comment oui. ils s'appellent, des pillards. On commence à Voilà. voir apparaître des notions sectaires aussi. Enfin, Bien sûr. on ne sait plus trop où se situer en réalité. Et comme elle, de toute façon, cherche qu'à protéger ses enfants. Et là aussi, on a, je veux dire, la grande ambiguïté finalement de l'être humain, c'est-à-dire qu'il cherche à protéger ses enfants sans vouloir protéger les autres. Ah bah, c'est-à-dire que moi, le pari que je fais, alors qui se vérifie de temps en temps, c'est que je pense que la communauté se réduit. C'est-à-dire que l'autodéfense, la préservation, la bienveillance va se faire, enfin, ou se fait en tout cas dans mes bouquins, dans des cercles de plus en plus restreints, parce qu'il y a de moins en moins à manger, il y a de moins en moins de ressources, et que ça peut en arriver jusqu'à la cellule familiale, Voilà. Alors, où la mère, qui est prof de français, c'est-à-dire Mm. quelqu'un de civilisé, normalement, qui a des lettres, se retrouve à devoir tuer un veau, résister à des pillards qui sont armés, savoir se servir d'un fusil, des choses qui jamais ne lui pas sont avoir passées d'état dans la tête. d'âme en plus. Et pas avoir d'état d'âme, parce que ce qui est important, c'est, elle, survivre Ouais. pour pouvoir gérer la survie de ses Ouais, gamins. ouais. Alors on va pas, bon là on peut le dire, à la fin du deuxième tome, en fait, la mère disparaît. On va dire ça comme ça, oui. et les enfants donc, sont un peu la livrés à cellule eux-mêmes. familiale n'existe plus. Voilà, et les Ils enfants- retrouvent quand même une communauté. Il y a, Voilà, c'est il y ça, a les un enfants retrouvent tissu une communauté, social voilà. qui se recrée. C'était le petit espoir que j'avais essayé de lever, qui était de dire, et qui m'intéressait, qui était de faire que ces gamins, alors, imaginez des gamins seuls dans la nature, dans des Oui, circonstances parce aussi qu'ils sont hostiles. quoi, pré ado Ah ouais, ils sont au collège, quoi, début Ouais, collège. Voilà, début Ouais, collège, ouais, ouais. c'est ça, Donc ouais, qu'est-ce qu'on fait quand on a 10-12 ans et qu'on ne sait rien faire, qu'on a toujours été servi par maman, qu'on est allé au supermarché ou au McDo, et comment on se démerde. Donc j'ai fait l'hypothèse que voilà, il y avait des micro-sociétés, disons des espèces de regroupements de gamins. Là, l'idée c'était de prendre une colonie de vacances. Vu le désastre, les gamins restent entre eux et ils essaient de sauver ceux d'entre eux qui
peuvent un peu récupérer tout Alors, ça. Mère Ils sont bien Petite note organisés quand d'espoir. même. Ils sont quand même Mère bien organisés. Instit, Oui. l'enseignement, c'est quelque chose que vous connaissez. Est-ce que les Oui, élèves je- sont autonomes? Je crois que la maman qui est décrite ici, elle emprunte beaucoup de mes caractéristiques et traits et travers, oui. Je pense que là, en l'occurrence, ce qui était intéressant dans ce personnage-là, c'est que c'est quelqu'un qui apprend des choses à ses élèves Mhm. qu'elle regrette de ne pas retrouver, et à la fois face à la nouvelle situation, son savoir, tout son bagage intellectuel lui sert pas à grand-chose, quoi. Alors si, il persiste le soir quand même, parce qu'il y Alors a, il laissez y a maintenir un quelque chose de vernis sympa, d'éducation. qui est le dictionnaire. Le dico. Oh là là, on retrouve le livre, le dictionnaire. Il n'y a plus de réseau, c'est normal. Apprenons des mots. Apprenons des mots. Des mots qui sont un peu choisis d'ailleurs. Ah, étant Un pas peu orienté. totalement au hasard. Oui, quoi. oui, C'est-à-dire, oui, non, mais- des mots de Mais survie. aussi. cela dit, à un moment, elle abandonne aussi parce que en fin de deuxième bouquin, bon, elle en peut plus, quoi. Elle en peut plus, elle est épuisée, cette femme. Parce que quand même, elle était encore mue par un certain espoir. Elle est celle qui est la plus âgée du petit groupe, hein, c'est la Oui, mère. bien sûr. Hein. Et je pense qu'elle espère encore justement retrouver ce dont elle vient, quoi, la vie des gens, une communauté. Mais c'est marrant parce que les gens, même les gamins, j'en parle à propos d'une anecdote que je vais pas forcément dévoiler, mais qui est dans le S'il te dans le plaît, pas de spoil. Oui, non, non, qui est ne racontons pas dans tout. le troisième volume. Bon, les enfants sont dans une communauté, et forcément, ça se passe bien ou ça se passe mal, on va dire comme ça, parce qu'ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes aussi à un moment. C'est normal. Mais ils sont Et la confrontés personne- à la la per- sociabilisation en fin de compte. Là. En fait, À on se rend compte- l'adolescence, Et voilà, le c'est groupe ça. de pouvoir. Parce qu'au début, bien on se demande si ça va pas être un espèce de Sa Majesté des mouches. Ça, ils vont commencer à être. Et finalement, non. En fait, c'est les adultes qui sont vraiment les méchants de ces histoires. Et c'est ceux qui. Enfin, moi, je fais là aussi, c'est un pari, un pari narratif d'imaginer que c'est plutôt les prédateurs, oui. Même si j'essaie de pas trop les juger, je pense que je serais dans la même situation, je serais peut-être du côté des pillards. Voilà, et en allant grappiller les ressources où elles se trouvent. Mais en l'occurrence ici, ouais, c'est pas pour rien que les gamins se trouvaient dans une espèce de phalanstère regroupés, protégés, avec des guetteurs qui veillent à pas être attaqués. C'est que tout ça est assez fragile. Et encore une fois, ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience notamment des armes et de la violence. Mais ils plutôt s'organisent celle de très la bien défense. quand même. Il faut dire qu'il y a un sont instinct. démerdards. Ouais. Il fait quand même. Il faut souligner le fait qu'entre le tome 2 et le tome 3, 3 ans se sont passés. Ouais, ils ont Donc grandi. ils se sont équilibrés quand même dans cette bien sûr, communauté. bien sûr. Bien sûr. Que effectivement le monde extérieur est très violent, très On difficile. devine des élections, on devine des responsabilités. Voilà, Mmh. on partage sent un partage des on sent une rôles. société Absolument. qui se met en place. Et au-delà de cette communauté, on découvre, alors là pour le coup, que le monde entier n'a pas été dévasté par les événements, mais qu'il y a des frontières. Alors il semblerait-il que des frontières subsisteraient et qu'elles soient gardées avec une agressivité, une Ah détermination. bah ça ressemble au mur de sans Berlin. équivoque. Ah ouais, hein, non, ce truc, hein. on est Voilà. dans de la C'est géopolitique. le mur des Ouais. Pyrénées, il n'est Ouais. pas question de le franchir parce que précisément, si la catastrophe n'a pas été totalement, si elle n'a pas été globale, apparemment elle a quand même fait beaucoup de dégâts et il n'est pas question pour ceux qui se retranchent de l'autre côté de la frontière d'accueillir des gens qui sont peut-être irradiés, Voilà, malades. parce Oui, que voilà, le prétexte à est- l'origine, c'est Et pauvre. naturel, mais très rapidement, ça va bousiller toutes nos infrastructures humaines, et notamment les plus dangereuses. C'est ça. Ah bah évidemment, c'est-à-dire qu'on imagine que ce qui est une catastrophe géologique au début est accompagné, ce qui risque de nous arriver, d'une catastrophe nucléaire. Oui, parce Voilà. que ça bouge quand même pas mal dans les Pyrénées. C'est un fait réel. Ah ben, ça. j'ai choisi les Pyrénées parce que on a un arc tectonique Mmh. assez Ah, c'est fragile. fort. Oui. Il y a eu des villages Alors, détruits il n'y a pas si longtemps. J'étais quand même étonné en voyant cette trilogie. Alors, effectivement, c'est la première fois que vous faites quelque chose seul. Mais là, on retrouve dans le troisième, en fait, toute la dimension sociale qui était dans un certain nombre de bandes dessinées que vous faisiez avant, que vous aviez un petit peu mis de côté. Mais là, on est vraiment dans le politique et le social dans ce troisième volume. Bon, ça m'a jamais trop quitté. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours plus ou moins sur les mêmes thèmes, qu'on exploite de manière différente, plus ouverte. Moi, là, je suis sur une nouvelle respiration et sur une nouvelle échelle. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai beaucoup fait de polar avec des écrivains de polar. Oui, c'est ça. Oui, Et c'était souvent avec cadré Jonquet, serré. superbe. Voilà, Jonquet, Villard, Pelot, en cadre serré. On est près des personnages. On a un peu de décor derrière, mais bon, c'est du décor. Là, l'idée, c'est on a des petits personnages et on a un espace qui écrabouille tout ça. Mais pour autant, j'essaie de ne pas perdre ce qui me semble être une des caractéristiques de la société, c'est-à-dire la gestion de la violence. C'est-à-dire comment le pouvoir s'établit, qui dirige qui résiste à ça et qui s'y soumet, et ce que ça donne, à plus forte raison, dans une situation de crise à échelle nationale, disons, enfin à échelle d'un territoire D'un très large. territoire. C'est ça, exactement. Avec Donc les frontières toujours- existent.
Oui, oui, toujours avec en plus ces magnifiques paysages. Ah oui, superbe. Hein. Qui Alors c'est vrai que la qu'il nature, faut c'est depuis comprendre un tout peu petit, je l'immensité. disais, que vous aviez... vous saviez pas forcément que vous alliez faire de la bande dessinée. Ce qui vous intéressait, c'était la nature et les oiseaux. Et le dessin. Mais tu as lu ça où? Ah bah je ne sais pas, j'ai été Mais très tu surpris es très documenté. que vous auriez avons pu nos être fiches. ornithologue. Exactement. Une exactement. passion pour les oiseaux. J'ai une grosse... j'ai passé Est-ce qu'elle mon... perdure? Oui, tout à fait. Oui. J'ai passé mon adolescence dans une forêt, en fait. Et à l'issue de mon... Enfin, quand j'étais au lycée, la question s'est posée à la fin des études en terminale de savoir ce que je faisais. Et donc, il y avait deux options. C'était d'un côté l'éthologie, Ouais. le comportement des animaux, et de l'autre côté, coup de bol, un copain venait de faire une prépa d'art appliqué. Ça me paraissait beaucoup plus accessible, beaucoup moins scientifique, mais j'ai gardé cette attraction pour le... Enfin, en passant par normal quand même. Ouais. Ah, ce détail. Quand même. La flore, la faune. L'accessibilité. Jérôme, Oui, c'est vrai. une trilogie comme ça ou le fantastique, comment ça c'est perçu par les lecteurs? Oh, très bien. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de lancer une intrigue dans laquelle la clé sera dévoilée 20 ans plus tard au bout du 20e tome. Mais quand on reste sur des trilogies, des tétralogies, tout va bien. Impeccable. Ouf. Alors Oui, évidemment, parce que c'est il y a prévu. toujours quelques personnes pour dire je prendrai le bouquin quand tout sera fini. Et là, on le sermonne. On le dit, si tout le monde fait comme vous, il y a plus rien. Alors Voilà. là, je voudrais dire que l'évolution est assez étonnante parce qu'on pourrait le premier aurait pu s'arrêter Ah, mais comme un one shot ouais. initialement. Initialement, il était conçu Oui. comme un one Ah shot. oui, d'accord, Dans ma ouais. tête, l'idée c'était d'avoir une rupture brutale et une énigme totale à la fin du récit. En effet, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? D'accord. Restez là. Mais j'avoue qu'il se trouve que j'ai créé des personnages auxquels je me suis attaché tout de suite. Et c'était un crève-cœur que d'imaginer ne pas les suivre après. Et à vrai dire, l'éditeur était dans le même cas. Donc, tu vas Ça pas tombe terminer bien, ce ça truc-là tombe comme bien. ça. Alors, tant mieux, allons-y, creusons. C'est pas tous les En jours. tout cas, c'est très réussi, mais entre deux, quand même, il vous a fallu une petite respiration parce que on a vu arriver une adaptation de L'été en pente douce en bande dessinée. Et oui, ça s'est glissé dans le programme qui s'est dessiné quand le reste du monde a commencé. Yann Landingre de Fil Glacial, qui est un bon ami et qui lui-même est un très bon ami de Pierre Pelot, voulait le faire travailler. Il pensait qu'on pourrait bien travailler ensemble. C'est génial, c'était pour moi l'occasion de travailler avec un troisième très grand auteur du polar français. Et donc j'ai fait les deux premiers volumes qui permettaient de boucler un premier duo. Et voilà, l'année précédente, j'ai en effet fait L'été en pente douce. C'était l'occasion de bosser avec Pelot. C'était une difficulté énorme pour moi. Je passais de deux bouquins où je gérais absolument les surfaces, les rapports de proportion, la quantité de texte, des gens qui parlent un peu moins parce qu'il y a moins à dire. Et je me retrouve avec Pelot qui me balance des couches de dialogue monumentales de gens qui ne s'écoutent pas parler entre eux. Alors là, ça a été assez dur. Mais D'ailleurs, on peut continuer à vous lire dans Fluide? pas pour l'instant, je peux pas faire deux trucs à la fois, étant entendu Ouais. que j'enseigne. Mais vous avez participé quand même à la guerre entre Fluide et Spirou, Oui, il n'y a pas longtemps. absolument, on l'a vu. Oui, mais de manière physique, pour Voilà, le coup. sur le ring. Hein. Je me suis battu pour Fluide à Bruxelles, oui, et nous avons gagné. Bon, je suis ravi parce que, alors je ne veux pas le dire, mais il y aura forcément une suite. Alors, Parce en fait, que la fin, ouais. c'est un cliffhanger Ah oui. insoutenable. Ah oui. Insupportable. Alors, pour moi, ce qui était génial, ce qui est un peu plus perturbant pour les lecteurs et les libraires, c'est que donc, je fais le premier, en imaginant que je peux en rester là, avec l'envie quand même de creuser. L'éditeur me dit banco, oui, allez, on en fait un second. On fait un second. Le monde d'après, allons-y, qui se termine encore sur une fin un peu douloureuse et à la fois un peu ouverte, que vous avez décrit tout à l'heure. Et là, la question se pose de savoir si on en remet une couche ou pas. Et évidemment, moi, je suis tellement accroché aux personnages et aux perspectives narratives qu'ouvre une espèce de fin d'un monde qu'évidemment, l'envie de creuser, d'approfondir se fait jour. Donc, troisième bouquin sur un duo qui va en comprendre deux, donc un troisième tome, un quatrième sur lequel je suis en train de travailler, et avec vraisemblablement une issue qui aura un volume, peut-être deux, il faut que j'écrive pour voir, et qui devrait boucler l'ensemble du récit. D'accord.
Alors, le tome 4 est les prévu lecteurs pour seront quand contents donc. On espère le sortir l'année prochaine, à peu près à la même La date. même période. Ouais. Ça dépend de moi, ça dépend de... Il y a quand même 120 pages. Eh oui, Il y a 120 oui. pages en couleur directe. Mhm. En couleur directe. Beaucoup de temps passé sur l'aquarelle. Ouais. Et un grand bonheur. J'ai jamais été aussi heureux de bosser sur des bouquins que sur ceux-là, en fait. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'ensuite, les scénaristes, c'est fini? Alors, je ne sais pas quoi répondre à ça, mais le fait est que là, j'ai redécouvert ce par quoi j'avais commencé. Les premiers bouquins que j'ai sortis chez Futuropolis il y a quelques décennies. On en parle plus. J'ai débuté Si, tout parce seul. on a eu il y a 15 jours Dominique Poncé, qui était notre invité pour les 40 ans de Ah, PLG. Voilà. PLG, Tout à Absolument. Ouais. Oui, j'ai bossé pour eux aussi. Oui. Mais à cette époque-là, j'avais un peu laissé tomber le scénario, précisément parce que je tombais en admiration devant des auteurs et devant des écrivains qui faisaient ça, mais tellement mieux que moi, autant bosser avec eux. Là j'ai redécouvert, j'ai découvert en quelque sorte une autre manière de bosser, et j'ai l'impression d'avoir posé une singularité. Quelque part, j'ai l'impression de passer dans une seconde phase de carrière et de devenir un autre auteur. Donc c'est tellement exaltant, quoi. Vraiment, vraiment exaltant, quoi. Donc, Il y aura un retour au polar quand même. bah, je sais pas, on verra. Alors à vrai dire, depuis que Il y a cette un peu chose a du polar, commencé, hein. il y a beaucoup de propositions de scénaristes. Ah oui, bien sûr. Ah, bah oui. Ah oui. Posez sur ça. Non. Alors dans ce sens-là, allez, hop, tu es bon pour la catastrophe, ou alors en essayant de prolonger ce que j'ai fait pendant pas mal d'années sur le polar, sur lequel j'ai quand même beaucoup bossé. C'était quand même pas mal de faire une pause, de rester toujours sur les tensions au sein de la communauté, Oui. ce qui est toujours le cas, mais de les enrichir, je pense, de notre cadre, et puis de choses qui me concernent au premier chef. Moi, je suis très touché par ce qui arrive à notre environnement et notre suicide collectif, conscient. Ça me pétrifie de désespoir. Voilà. Mais j'essaie d'en faire quelque chose de créatif. Voilà. Bon. Amis Bon, allez, une lecteurs, petite touche. Ouais, Allez, une hein. petite touche sympa. Tiens, on va se promener à Bruxelles. Allez, tiens. Allez, on va faire un Allez. petit tour à Ouais, ouais. Bruxelles. C'est juste, voilà, l'expo a lieu jusqu'au On aime toujours 23 aller à novembre. Bruxelles. C'est l'expo de Catel Ah, formidable. qui se trouve au musée de la BD. Et c'est plutôt intéressant puisqu'on voit tout le travail de Catel de ses premiers pas, avec bien sûr Lucie sans souci, Oui. qui était un de ses premiers albums. Hein. Et puis les illustrations. C'est avec Véronique Grissot. Avec c'est Véronique ça, Grissot, c'est tout ça. à fait, elles étaient toutes les deux. Les illustrations pour la jeunesse, et puis bien sûr après tout son monde d'héroïne. Donc à Bruxelles, ils auront reconstitué un petit peu son bureau, et puis on aperçoit bien sûr Joséphine Baker, Olympe de Gouges, C'est superbe. chef-d'œuvre. Tout Et son travail notamment ces remarquable, ouais. derniers projets avec Anne Goscinny. On aura l'occasion d'en reparler parce que je crois qu'elles viendront nous voir, un de ces quatre d'entrée pour trait. Et il y a donc Le Monde de Lucrèce. Ah ouais, non, mais on place bien, on fait ça bien, hein, ça que s'enchaîne, ça c'est tease. facile. Donc Le Monde de Lucrèce, volume 2, qui est la première fois qu'Anne Goscinny fait de la littérature jeunesse. C'est lancé dans la littérature jeunesse. Donc Le Monde de Lucrèce est sorti. Et puis il y a tout un projet qui sortira en janvier sur la famille Goscinny. Bon, on n'en peut plus, là. Envoie-nous envoie-nous le reportage. Mais ça y va, hein. C'est juste ça, je l'illustre, c'est juste des images. D'accord. Ou tu n'as qu'à aller voir à Bruxelles si tu veux en savoir Bah plus. oui, non mais je trouve que c'est au centre belge de la bande dessinée. Oui, c'est au musée. Ils font des expositions remarquables. Ah oui, superbe, vraiment, et on sent qu'il y a une... Bon, en France aussi, hein, il y a des expositions remarquables, mais c'est vrai qu'en Belgique, il y a cette culture de la bande dessinée qui est intégrée dans la plupart des gens. Des expositions Chevigny à venir ou pas du... Non. il y en a une dans le droit fil des 2 premiers tomes du reste du monde, à Oui. Bruxelles justement. Mais c'est la ville la plus belle Eh ville oui, du monde. eh oui. La ville des Lumières. Et c'était vachement intéressant de voir ces planches qui généralement chez moi finissent dans le carton une fois qu'elles ont été scannées, de les revoir comme ça sur le mur. Oui, bien sûr. Ah ouais, ça faisait un drôle d'effet, oui. Ouais, j'imagine. Ouais. Surtout si c'est des grands formats. ça Oui, fait c'est ça, tout de en suite, plus. Oui, et puis en général, ouais. j'ai plutôt l'habitude de voir celles des autres. Donc, voir les miennes. Oh, mon Dieu, ça a de la valeur. Vous n'êtes pas en galerie, vous n'êtes pas... Bah, avec Champaca, donc un peu. Ouais. Donc peut-être referons-nous quelque chose une fois que le 4e tome sera sorti. D'accord. On verra. Je vous dirai. Bah, on viendra. Hein, on viendra. Est-ce qu'on parle un petit peu de sortie BD tiens, Allez, déjà on parle Allez. d'une sortie BD avec Jérôme parce qu'on ne l'a pas encore évoqué alors que c'est un des cartons de la rentrée. Négaliote de Vincent Perriot. Alors dans un univers que Monsieur Chauzy va sans doute apprécier ou apprécier, je ne sais pas si vous avez vu cette chose. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a été chaudement conseillé. Voilà. Et d'autant que Moi, j'adore je vais le montrer, boulot voilà, de parce que Perriot. c'est Hein moi qui suis chargé de Alors, tourner il les y a pages. un trait un peu à la Moebius, hein. On est dans l'univers apocalyptique aussi. Enfin voilà, vas-y. Oui, légèrement. Alors, Vincent Perriot, c'est un auteur
éditeur de 34-35 ans. Il a fait ses premières armes à Bordeaux dans la revue Clafoutis, qui est une sorte de fanzine ou de prosine, je ne sais pas comment l'appeler, édité par les éditions de la Cerise. Puis il a continué, il a fait ses premiers bouquins là-bas, Dog, Entre deux. Ensuite, il a fait un registre de polar lui aussi avec Belleville Story. Belleville Story, super. Magnifique polar. Passy. Et Passy ensuite. Superbe, absolument. Oui. On attendrait peut-être la suite de Taïga Rouge aux éditions Air Libre, un jour peut-être. Mais le bouquin qui starifie complètement Vincent Perriot, déjà épuisé au bout de 3 semaines, c'est Négaliode, un one-shot de science-fiction. Alors, on n'est pas volé, hein. Plus de 200 pages pour 25 €, avec un niveau graphique extraordinaire, un trait qui fait la synthèse entre Giraud et Möbius, puisque l'histoire elle-même... on le voit sur les pages. Hein. Voilà, l'histoire elle-même est à la fois un western et un récit de science-fiction. En gros, un berger de Triceratops, ça change des vaches, perd son troupeau et va réclamer des comptes dans la grande ville de Négaliode à proximité. Et là-bas, il va tomber sur un système politique assez surprenant. La ville est dirigée par le réseau. Et donc, il va être confronté à tout ça. Et donc, un peu contre son gré, c'est ça, il va se retrouver dans la rébellion, finalement, c'est un peu ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc, très belle histoire autoconclusive et extraordinaire. Et donc la proximité de trait avec Moebius est encore renforcée par le fait que l'éditeur a fait appel à Florence Breton, coloriste de Moebius, pour s'occuper de la mise en couleur de cet album. Formidable. Vous lisez de la bande dessinée, Jean-Christophe ? Celle de Perriot, oui. Alors j'en lis beaucoup moins que j'ai pu en lire auparavant. Je lis un tout petit peu moins parce que entre mon boulot de prof et celui d'auteur, difficile de trouver du temps, mais le boulot de Perriot, je le suis depuis les premiers numéros de Clafoutis. Et ce qui est marrant, c'est qu'au-delà, apparemment, hein, je découvre les choses en même temps que tu tournes les pages. En effet, Moebius Giraud, mais quelque part, il arrive quand même à garder son trait assuré, assez agressif et jeté. Donc il reste quand même, encore une fois, Vincent Perriot. Bon, en tout cas, c'est la super surprise de la rentrée parce qu'effectivement, ça cartonne. Les gens ne s'y sont pas trompés. Toutes les critiques sont favorables et les lecteurs se ruent en masse. Voilà. Bon, écoute, j'espère qu'avant, vous avez parlé d'Aile froide. Vous avez déjà fait ça ? D'Aile froide. Aile froide de Rochette. Non, on n'en a pas encore parlé. Ah, mais non, mais c'est sorti il y a beaucoup plus longtemps. On y reviendra peut-être. On fera une émission sur. Superbe. On fera une émission sur les tops en fin d'année. Là, sur les tops de l'année. Voilà, pour les fêtes de Noël. Évidemment, le froid de Rochette, c'est formidable. C'est un des meilleurs titres de l'année. Tout à fait. C'est vraiment très bon. Eh bien, l'émission, tout ça à sa fin, ça passe toujours trop voilà, vite. Alors on s'en va. Alors, comment on s'en va et qu'il reste 2 minutes et que je me dépêche, je voulais juste dire bonjour à Bécassine parce qu'elle est revenue il y a 2 ans et elle revient toujours avec un nouveau titre, Bécassine Babysitter, Corbéran et Béja. Et puis, le DVD du film de Paul Hallyday, bientôt, va bientôt être disponible dans toutes les grandes surfaces culturelles. Voilà. Très bien. Je peux encore ajouter un mot ? Allez, encore, mais un dernier. 10 secondes. Un dernier. Non, mais voilà, j'ai entendu dire que Fluide Glacial avait battu Spirou et je ne comprends pas parce que c'est bien dans Spirou qui est imbattable. Ah oui, bah oui, voilà. Effectivement. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Jérôme, merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu. À la Planète des Saints, c'était super. Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci et bravo. Merci à vous, merci de l'invitation. Vous revenez pour le 4e. Ouais. Avec plaisir. Laurent, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous revoir bien Vaillant. sûr sur Watch, sur BD Zoom, sur la chaîne de Trait pour Trait et téléchargez, abonnez-vous sur les podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, on a besoin de vous. Allez, à bientôt. Ciao.